Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode Call. Ouais, ça fait un moment que j'avais pas proposé un nouveau numéro d'Exode Call. J'en suis navré, mais ces dernières semaines ont été assez rudes et ça va pas aller en s'arrangeant puisque les mois défilent et j'arrive bientôt à la deadline que je m'étais fixée pour l'écriture de ma thèse. En plus de ça, des voyages, des exposés, bref, je vous raconterai tout ça en examen si ça vous intéresse. D'ailleurs, vous pouvez constater que je suis devant un tableau blanc, ce qui signifie que je suis de retour en France. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui se sont produites ces derniers temps, ce qui a fait que ça a été un peu compliqué pour me libérer et proposer des Exode Calls. Mais bon, j'ai envie de me dire, en même temps, il y a les concours, et j'espère que pour certains d'entre vous qui sont en train de passer les concours, ça se passe plutôt bien. Et donc, bon bah, étant donné qu'on passe les concours, comme je l'avais fait l'année dernière, j'aimerais essayer de proposer des Exode Calls en lien avec les sujets concours, et donc commencer par un Exode Call très classique, je pense, qui est tombé lors d'un sujet très récent, donc cette année, à Minpon en maths 2 MP. Et donc le sujet, donc c'est notre exo numéro 62, était de calculer la somme des 1 sur n carré. Voilà. Alors il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup de manières de calculer cette somme. Pour en citer quelques-uns, il existe une méthode passant par du développement en série de Fourier, il existe également une méthode passant par des polynômes, c'est un peu dingue, mais oui, en effet, passant par des polynômes, on peut aussi s'en sortir. Bon bref, il pourrait y en avoir encore tellement d'autres, mais ici on va se focaliser dans une des méthodes qui a été proposée dans ce sujet Minpon. Et donc je vais pas vous laisser comme ça à essayer de résoudre cet exercice. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil au sujet qui est tombé, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui sont en première année ou même ceux comme ça qui ont la curiosité de vouloir voir un peu à quoi ça ressemblait. Mais je vais vous rappeler ce qui me suffit de savoir pour pouvoir répondre à cette question. Donc je vais vous donner les questions qui sont tombées, pour ainsi dire, à ce sujet. Donc la première question, en fait l'idée derrière la méthode que nous allons utiliser, c'est de passer par des intégrales. Donc on a envie de remplacer 1 sur n carré par une intégrale qui va être un peu plus simple à manipuler et sur laquelle on pourra appliquer un résultat que nous avons déjà vu en petit Exode Call ou en Exode Call. Donc ça sera l'occasion de faire un rappel là-dessus. Mais dans le sujet du concours, il était demandé de le redémontrer, ce résultat, bien évidemment, parce que voilà, quand on l'a fait en Exode Call, ça ne veut pas dire qu'il faut pas le refaire en sujet de concours. Enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Bref, première question, il fallait déterminer alpha et bêta tel que, pour tout n plus grand que 1, l'intégrale de 0 à pi de alpha t carré plus bêta t cosinus nt dt est égal à 1 sur n carré. Donc on veut remplacer 1 sur n carré par cette intégrale. Tout ce qu'il faut savoir, c'est par quelle valeur alpha et bêta il faut remplacer pour que cette égalité tienne. Et ensuite, conclure. Alors évidemment, la conclusion ne va pas se faire en 2 temps 3 mouvements. Vous pouvez, à mon avis, vous attendre à quelque chose du style échange de somme intégrale, chose très classique. Mais bon, voilà les sous-questions que je vous pose. Derrière, il y a encore d'autres questions, et si vous voulez voir un peu plus de détails sur ce qui était tombé à Minpon, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil en parallèle de cette vidéo. Ça fait toujours un complément. Et puis ça peut vous donner d'autres idées également sur ce qu'il va falloir appliquer, notamment pour la question 2. Mais bref, sur ce, voilà l'exercice. Et donc, comme d'habitude, je vous invite à faire une petite pause pour essayer de résoudre ça avant que je ne vous dise quoi que ce soit concernant une résolution. Donc, on est parti ? Allez, on est parti. Bon, alors la première question, c'est du calcul d'intégrale bête et méchant. Voilà, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut se lancer. Alors là, je vais calculer d'abord l'intégrale. Je vais faire la plus longue d'abord. Je vais calculer l'intégrale de cos nt. Puis ensuite, je ferai l'intégrale de t cos nt. Donc voilà, donc c'est du calcul d'intégrale. Vous l'aurez remarqué, on fait de l'IPP de façon à se ramener à juste une fonction trigonométrique fois 1. D'accord ? Donc l'idée, c'est de dériver le t carré. Donc si on fait l'IPP, alors là, je vais y aller directement. Donc faire l'IPP ici, ça va me donner t carré, puis je dois faire une primitive. Je dois trouver une primitive de cosinus nt
primitive de cosinus nt. Donc, faut juste pas se planter sur le signe. Là, ça va donner sinus. Donc, ça va donner sinus nt sur n. On n'oublie pas de diviser par n à cause du dérivé de composition. Donc 0 pi moins intégrale. Et là, je dérive le t carré qui va me donner du 2t. Bon, je vais mettre 2 sur n en facteur. T sinus nt dt. Donc 0 pi. Ok, le sinus, je sais qu'il vaut 0 en 0, qu'il vaut 0 en pi également, donc ça veut dire que le crochet disparaît, très bien. Donc ceci me donne moins 2 sur n, et puis après, bah, là j'ai une nouvelle intégrale sur laquelle je vais faire à nouveau une IPP. Donc si je refais une IPP, je me retrouve avec t. Alors là, cette fois-ci, ça va donner moins cosinus, dérivé de cosinus étant moins sinus. Ah oui, c'est ça. Donc dérivé de cosinus étant moins sinus, là je vais avoir du moins cosinus nt sur n, 0 pi, et puis ensuite moins intégrale, donc de 0 à pi. Je dérive le t, il n'y a plus de t, il y a du 1 sur n qui traîne, et n'oublions pas qu'il y a aussi le moins à cause du cos ici, donc plus, moins moins plus, donc plus, et ça va me donner du cosinus nt dt. Parce que j'ai fait une bêtise, a priori pour l'instant tout va bien. Donc si je calcule en 0, ça fait 0, par contre si je calcule en pi, bah, on voit que là ça va donner du moins 1 puissance n. Donc très bien. Alors maintenant si je simplifie tous les moins qui vont bien ensemble, je me retrouve alors avec du... Alors si je le calcule en 0, on a dit que ça faisait 0. Si je le calcule en pi, on voit que ça va faire du pi fois le moins va simplifier moins 1 puissance n. Donc ça va me donner du pi fois 2 fois moins 1 puissance n, si j'ai pas fait de bêtises, sur n carré. Voilà. Donc après, normalement je dois mettre moins le terme en 0, mais ça c'est bon, on s'en préoccupe pas plus que ça. Ensuite je développe ce truc là, j'obtiens moins 2 sur n carré, et je dois faire une primitive à nouveau de cosinus nt. Donc primitive de cosinus nt c'est sinus nt sur n, donc sinus nt sur n, qui doit se calculer en 0 et en pi, sauf que sinus en 0 et en pi, ça fait 0. Terminé. Bon, après, on pourrait jouer sur le fait qu'il y a une symétrie en pi sur 2. Ça permet aussi de conclure que l'intégrale ici vaut 0. Bon, bref, en tout cas, toute cette partie-là vaut 0. Et ceci donc me donne 2 pi moins 1 puissance n sur n carré. Ok. Bon, alors maintenant, si je calcule l'autre intégrale, donc j'ai t fois cosinus nt dt. Donc là, pareil, re-IPP, donc re-IPP, donc là, je vais avoir du t fois sinus nt sur n, calculé en 0 en pi. Ce crochet va encore une fois disparaître, moins, et là, je vais m'en trouver avec du 1 sur n, intégrale de 0 à pi, de sinus nt dt. Très bien. Ok, et donc ceci me donne quoi? Donc on a dit ça donnera 0, et ceci va me donner du moins 1 sur n. Puis après je dois faire une primitive de sinus qui va me redonner du moins cosinus nt sur n 0 pi. Donc les moins vont se simplifier, on le voit venir. On a du 1 sur n carré, cosinus n pi, bah, ça va donner du moins 1 puissance n. Donc moins 1 puissance n sur n carré. Et puis bah, après il y a la valeur en 0, cosinus de 0 ça fait 1. Donc bah, je m'en trouve avec moins 1 sur n carré. Donc si je n'ai pas fait de bêtises, normalement tout va bien. Ok, et donc bah, si je veux trouver alpha et bêta qui conviennent à la suite de ces calculs-là, bah, il suffit de multiplier par alpha celui-là, bêta celui-là, additionner, puis après identifier. Donc si je fais ça, alors, je vais peut-être essayer d'effacer de manière pas trop bête, pour encore avoir les résultats sous les yeux. Donc c'est ce que je disais, ici je vais donc mettre l'intégrale qui m'intéresse, alpha t carré plus bêta t, cosinus nt
dt. J'en déduis alors que ça va être alpha fois lui, donc ça va faire 2pi alpha moins 1 puissance n. Tout est sur n carré, hein, d'ailleurs, au passage. Et puis après, on a du plus bêta fois moins 1 puissance n moins 1, le tout divisé par n carré. Ok, donc ça veut dire qu'au numérateur, on veut que ça fasse 1. Et pour que ça fasse 1, on voit là ici qu'on a des moins 1 puissance n, on aimerait bien pouvoir s'en débarrasser. Et si on le fait de manière intelligente, tout devrait bien se passer. Donc là, notamment, j'aimerais bien mettre bêta égale 1. Donc là, on voit que quelque chose qui fonctionne, ça serait de prendre bêta égale 1. Et puis alpha... Donc là je le trouve directement, mais on pourrait résoudre les équations pour s'en rendre compte que ça marche. Donc si je prends alpha... Alors pas bêta égale 1, pardon, je voulais dire bêta égale moins 1. Et puis alpha égale 1 sur 2pi. Donc si je fais ça, là je vais avoir moins 1 puissance n, tout ça, ça simplifie. Moins 1 puissance n. Ici je vais avoir moins 1 puissance n, donc ça va en effet enlever les moins 1 puissance n. Et puis après il y aura moins 1, donc ça fera plus 1. Donc en effet, prendre ce alpha et ce bêta permet de conclure qu'on a ce truc-là égal à 1 sur n carré. Très bien, super. Alors maintenant, conclure. Bon bah pour conclure, il va falloir calculer. Pareil bête à dire, mais on va faire un peu de calcul. Et on va pas faire trop n'importe quoi, mais je pense que vous aurez compris l'idée. L'idée c'est vraiment, je veux mettre l'intégrale ici, puis quelque part faire une espèce d'échange série intégrale. Bon, bien sûr, je ne vais pas pouvoir le faire n'importe comment, parce que si je m'amusais à faire série intégrale et que je regarde la série des fonctions de ces choses-là, il y a de fortes chances que ça se passe pas bien. Je le dis tout de suite, il y a de très grandes chances que ça se passe pas bien. Donc, il faut le faire vraiment de manière intelligente ici, pas tomber dans le piège de vouloir aller très vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la somme partielle. D'accord ? On va voir ce qui se passe pour la somme partielle, puis après faire passer la limite et voir un petit peu ce qui se passe. Ok ? Donc c'est ce que je vous propose de faire. Donc on est à la question 2 là. Alors je vais regarder donc la somme partielle. Somme pour k allant de 1 à n. Donc des 1 sur k. Alors maintenant j'ai fait l'identification pour que tout se passe à merveille. Donc je vais me retrouver avec somme pour k allant de 1 à n. L'intégrale si je veux, je peux tout de suite la ressortir. Donc de 0 à pi. Je vais avoir cette somme-là, donc de quoi bon, je vais me permettre de laisser pour l'instant alpha et bêta. On sait qu'est-ce que vaut alpha et bêta ici, mais donc alpha t carré plus bêta t cosinus kt dt. Ok, alors après je vois que cette chose-là peut sortir, donc il n'y a pas trop de soucis. On va retrouver avec l'intégrale de 0 à pi. Donc de alpha t carré plus bêta t, somme pour k allant de 1 à n des cosinus kt dt. Bon, puis cette somme-là, c'est une somme très classique. On doit reconnaître la partie réelle d'une certaine exponentielle complexe, ce qui permet de simplifier, de se ramener à une somme géométrique. Ok, si on pense à ça, ça simplifie beaucoup l'exercice, donc beaucoup le calcul en soi. Donc là, je vais me retrouver alors avec, donc je vais faire le calcul à part, somme pour k allant de 1 à n de cosinus kt, c'est la même chose que la partie réelle de la somme pour k allant de 1 à n exponentielle ikt, ok, et exponentielle ikt, c'est la même chose que exponentielle it à la puissance k, ok, donc une somme géométrique encore une fois. Et donc, là, quand j'ai une somme géométrique, il faut juste faire attention. Exponentielle it, qu'est-ce que ça vaut? Si exponentielle it, ça vaut 1, finalement, je me retrouve avec juste une somme de 1. Sinon, ça veut dire que ça va valoir la formule de la somme géométrique classique, d'accord? Donc, je vais écrire ce qui se passe, donc je me retrouve avec partie réelle. Alors, on pourra prêter aussi un peu attention au fait qu'on a presque une somme, normalement, il y a une petite attention à faire, mais le petite attention à faire, c'est qu'on peut remarquer qu'on a quasiment toute la somme qu'on veut, juste il nous manque le terme en 0 si on veut appliquer la somme géométrique. Bon, après on peut le faire de plusieurs manières, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus
Il n'y a rien de fixe. Hein. Donc alors là, je vais peut-être dire quelque chose pour pouvoir amener à ce à quoi on peut s'attendre. Mais donc là, on voit que si je prends t égale 0, j'obtiens vraiment quelque chose de bien différent que si je prends t différent de 0, avec toujours t compris entre 0 et pi. On voit quelque chose de ce style se produire. Donc je vais distinguer quand même les deux cas, mais il faut avoir un petit peu en tête que si on fait la limite, quand t tend vers 0 du résultat que je vais écrire là, on devrait retrouver le résultat si j'avais obtenu 1. D'accord, pensez à ce qui se passe pour la somme géométrique classique, q puissance n plus 1 moins 1 sur q moins 1. Si vous faites ça et que vous faites la limite quand q tend vers 1, vous obtiendrez exactement le n plus 1 en fait. Donc c'est vraiment c'est très classique comme truc. Enfin bref, donc là ce que j'ai c'est quoi? C'est donc exponentielle. Alors je vais faire le cas d'abord t différent de 0, comme ça voilà, comme ça vous le voyez vraiment. Alors, on va pas faire de bêtises, on va l'écrire proprement. Donc si j'ai t différent de 0, donc là sachant que t est compris entre 0 et pi, hein, d'accord, rappelons-le quand même. Donc là je vais faire un calcul d'abord pour t différent de 0. Donc si t est différent de 0, qu'est-ce que j'ai? J'ai exponentielle it, moi je vais peut-être le faire comme ça moi. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais peut-être essayer de le faire comme ça. Donc j'ai exponentielle it fois quoi? Fois exponentielle int, parce qu'il y a n termes dans la somme géométrique, hein, moins 1 sur exponentielle it moins 1. Donc je me retrouve avec cette chose-là. De cette chose-là, je vais utiliser la formule d'arc-moitié. Hein, vous devriez le sentir venir parce que je veux trouver la partie réelle de ce truc-là. Hein. Donc si je veux utiliser la formule d'arc-moitié, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc partie réelle de, alors, si on ne fait pas de bêtises, on a donc, alors ici j'ai envie de mettre n sur 2 en facteur, ici je vais mettre t, donc là je vais mettre 1 sur 2, donc n sur 2 moins 1 sur 2, ça va faire n sur 2 moins 1 sur 2, mais après avec le plus 1, ça fera du plus 1 sur 2, donc je me retrouve avec exponence en tout, en argument ici, je vais me retrouver avec n plus 1 sur 2, t, un truc de genre. Et puis en haut, je vais avoir quoi? Je vais avoir sinus. Donc c'est ça, sinus de. Donc là, je vais avoir n sur 2 moins n sur 2. Donc là, normalement, je devrais avoir du n sur 2 tout simplement. Donc sinus n sur 2, normalement, il y a 2i qui est devant, mais le 2i va se simplifier. Hein, donc je vais mettre 2i quand même. Mais le 2i va se simplifier parce que je vais mettre un 2i en bas aussi. Donc là, c'est sinus nt. Et là, j'ai sinus t sur 2. Donc nt sur 2 et t sur 2. Voilà, donc là, ce que j'ai fait très rapidement de tête, c'est la formule d'arc-moitié, un truc très classique. Je veux utiliser les formules de l'air en voyant exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ, d'accord? Et voir ce genre de formule, pour essayer de le voir, je vais mettre la moitié de cet angle en facteur, d'accord? Ou alors plus généralement, si j'avais exponentielle i alpha, exponentielle i bêta, je peux mettre alpha plus bêta sur 2 en facteur. Ça peut être aussi une autre manière de s'en sortir. Bon, enfin bref, donc voilà, je m'en retrouve avec ça, je suis content. Donc comme je disais, les deux i se simplifient, ça je suis content. Je veux la partie réelle de ce truc-là. Alors la partie réelle de ce truc-là, ça me donne le cosinus. Donc je me retrouve avec cosinus. Donc ça va être égal à cosinus de n plus 1 sur 2t fois sinus de nt sur 2 divisé par sinus de t sur 2. Alors je suis en train de réfléchir si j'ai pas fait de bêtises. Donc si je prends k, si je prends n égale 0, ça doit donner 0. Donc ça apparemment ça marche. Si je prends n égale 1, donc quand je prends n égale 0, c'est parce que je veux m'assurer que quand je prends... parce que là, vous voyez que ma somme ne commence pas à 0, elle commence à 1. Donc je veux m'assurer que si je prends n égale 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de terme dans la somme. Je dois obtenir 0 pour ce résultat ici. C'est bien ce qui se produit. Si je prends n égale 1, tout se passe plutôt bien, je pense. Puisque ça va faire 2t, cosinus... cosinus 2 sur 2t, donc c'est ça, cosinus t. Bon, apparemment, la formule est bonne. Très bien, je suis content, super. Bon, alors maintenant que j'ai fait ce calcul-là, je vais à nouveau le mettre dans mon calcul d'intégrale là, qui se dessine. Donc je vais effacer.
C'est vrai que j'efface mon résultat. J'espère que vous avez bonne mémoire. Ok, donc ça, s'il me donne intégrale de 0 à pi, alpha t carré plus bêta t. Puis ici, j'ai cosinus n plus 1 sur 2 t, sinus n t sur 2 divisé par sinus t sur 2. Ok. Bon, alors en voyant ce genre de choses là, on a peut-être un petit peu peur hein, quand on voit cette formule. La question est de savoir est-ce que je vais pouvoir échanger limite et intégrale. Ça c'est une question qui va se poser ici. Ou en tout cas quelque chose du genre, hein, parce que bon là je dis limite et intégrale, mais c'est pas tout à fait ça, je suis pas obligé de faire ça. Je peux très bien m'en sortir juste en voyant à quoi ressemble ma fonction ici. Bon, alors le gros problème c'est que là j'ai du n un peu partout, j'aimerais bien peut-être éviter qu'il y ait du n un peu partout. Et pour éviter qu'il y ait du n un peu partout, ce que je vais essayer de faire c'est appliquer une formule trigo qui va me permettre de simplifier un petit peu cette chose-là. Donc là je peux voir que j'ai du cosinus alpha, sinus bêta. Et à quelles conditions est-ce que ce genre de choses intervient? Eh bien, si on connaît ces formules, si je fais sinus de alpha plus bêta, je me rends compte que j'ai cosinus alpha sinus bêta plus cosinus bêta sinus alpha. Donc quand on connaît ces formules, on voit qu'on a ça. De l'autre côté, si j'avais fait la même chose. Donc là, l'idée, c'est, je répète, l'idée ici, c'est que j'ai envie de me débarrasser du fait que j'ai du n partout. J'aimerais bien avoir du n qu'en un seul endroit, pas n'importe où. Donc pour avoir du n en un seul endroit, ce que je vais faire, c'est que je vais développer, là j'ai un produit, je vais essayer de le mettre en somme, quoi. Je vais utiliser une formule de sommation, ok. Et donc pour utiliser ces formules de sommation, je suis obligé d'utiliser les formules trigo. Donc si on ne les connaît pas par cœur, si on ne connaît pas les formules de développement par cœur, on peut réécrire ces formules, les formules des développements de sinus et cosinus là. Donc là essentiellement j'ai juste besoin de sinus. Donc là ça fait moins d'ailleurs, donc moins sinus bêta cosinus, donc ça c'est bêta, cosinus alpha. Voilà. Et donc si j'additionne les deux, je vois qu'il y a ce truc là qui simplifie, ce truc là qui simplifie. Ça me donne 2 fois sinus alpha, cosinus bêta. Et donc après il faut que je divise par 2. Donc on voit alors se dessiner la formule suivante. Donc alpha t carré plus bêta t. Ok, et donc si je remplace le cosinus, donc là il faut que je remplace le cosinus, le bêta doit valoir n plus 1 sur 2, et le alpha doit valoir, donc oui alors c'est vrai que j'ai mis alpha et bêta un peu n'importe où là, j'aurais peut-être dû faire autrement, permettez-moi de corriger tout de suite. Donc je vais mettre AB, parce que sinon après si je mets du alpha bêta partout ça va pas vous plaire. Donc BA. Et puis ici j'ai AB. BA. Et donc voilà, ok. Donc là par rapport à mes formules, ce que j'ai envie de faire c'est donc prendre A égale N T sur 2, B égale N plus 1 sur 2 fois T. Très bien. Et donc si j'utilise ça, qu'est-ce que je vais obtenir? Ce que je vais obtenir c'est la chose suivante. Donc je dois faire la somme. Donc comme j'ai dit, si je fais la somme des deux, je me retrouve avec 2 fois ce produit, donc il faudra diviser par 2. Je me retrouve alors avec du 1/2 fois, et donc en faisant la somme des deux, donc sinus de la somme des deux angles, donc la somme des deux angles ici ça me fait 2n plus 1 sur 2t. Et puis ensuite moins, plus d'ailleurs. Je suis en train de me poser la question si j'aurais dû mettre un moins ou un plus, enfin bref. À vrai dire, normalement ça ne changerait pas grand chose au calcul. Mais bref, donc là je dois faire la soustraction, donc si j'additionne, parce que vous pouvez remarquer que si j'avais fait un moins, il faut juste échanger le rôle de A et B, donc ça ne changerait pas grand chose. Bref, là je dois faire quoi? Je dois faire la soustraction de A avec B. Si je fais la soustraction de A avec B, j'obtiens moins T sur 2. Donc je vais me permettre de mettre le moins tout de suite en facteur ici, j'ai donc sinus de T sur 2. D'accord, donc normalement ça fait moins T sur 2 la soustraction des deux angles, mais sinus comme c'est une fonction impaire, le moins peut sortir. Donc tout ça divisé par sinus T sur 2.
Ok, ok. Ok, ok. Alors, je vais effacer un petit peu là. Il va falloir que je continue encore un peu le calcul. Donc, je vais peut-être ne pas oublier ce que vaut alpha et bêta. Je vais les écrire ici. Donc alpha égale 1 sur 2 pi. Bêta égale moins 1. Bon, alors pour ceux qui ont l'œil, vous devriez commencer à avoir quelque chose que vous avez envie d'appliquer. Je ne sais pas à quel point c'est visible, mais je pense que vous devriez voir quelque chose que vous avez envie d'appliquer. Et vous aurez raison de vouloir le faire. Alors. Donc je récapitule là le calcul où est-ce que j'en suis. Donc là j'en suis à la somme pour k allant de 1 à n de 1 sur k carré. C'est égal à l'intégrale. Alors là je vais me permettre de découper un peu l'intégrale pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc je vais avoir... Alors quand je dis découper l'intégrale, c'est que je ne vais pas tout de suite découper l'intégrale parce qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment. Mais j'aimerais juste découper en prenant cette partie-là de la fraction. Donc là je vois du 1, enfin du sinus n plus 1 sur 2t divisé par 2 fois sinus t sur 2. Et si je découpe la fraction à droite, là j'ai le moins qui apparaît ici. Le sinus t sur 2 se simplifie avec le sinus t sur 2 qui est ici. Et j'ai un demi, donc je me retrouve avec moins 1 demi. Ok. Alors après, la question se pose, est-ce que cette intégrale existe si je la découpe? Déjà, est-ce que l'intégrale que je viens d'écrire existe? C'est une question qu'il faudrait se poser quand même à un moment ou à un autre. Et ben pour commencer à se poser les questions, on ne va pas faire les choses n'importe comment. On pourrait remarquer que... Alors, je ne vais pas faire les choses n'importe comment parce que, comme j'ai dit, vous devriez reconnaître une formule que vous... Donc j'ai oublié le 2 là-haut. Hein. Vous devriez reconnaître, peut-être, pour ceux qui ont l'œil avisé, une formule que vous avez envie d'appliquer et je vais la rappeler maintenant. C'est d'ailleurs un résultat qu'il faut démontrer sur le sujet, mais c'est un exo de colle qu'on a déjà fait ensemble. Alors j'ai pas le numéro en tête, mais je le mettrai en description. Hop. Donc vous pourrez jeter un coup d'œil à la description pour voir peut-être revoir cet exo là. Mais là ce qu'on pourrait utiliser c'est une formule de Riemann. Je crois que c'est Riemann-Lebesgue si je dis pas de bêtises, mais à vérifier si je dis pas de bêtises. Donc ce que je peux utiliser c'est la formule de Riemann-Lebesgue. En fait la formule c'est juste un calcul de limite. Donc si je m'amusais à calculer la limite quand x tend vers plus infini de l'intégrale de 0 à pi de phi de x fois sinus phi de t fois sinus xt dt, ben cette limite vaut 0 à condition que phi soit continu. Donc c'est 0, ici c'est 0 sur 0 pi. Donc si j'ai une fonction continue, bon à vrai dire, dans l'exercice on le prouve dans le cas où la fonction est C1, et c'est de toute façon une façon de prouver ce résultat-là. On peut d'abord montrer le résultat pour phi dans C1, et puis si c'est vrai pour C1, on utilise la densité de C1 dans C0 pour conclure. Donc voilà, c'est un jeu de ce type-là qui fonctionne bien. Pour la norme uniforme, densité pour la norme uniforme, je dois préciser quand même. Mais voilà, donc du coup je peux utiliser, là je vais me permettre d'utiliser ouvertement ce résultat-là. C'est un résultat que nous avons déjà vu en exo de colle, comme j'ai dit, vous pourrez jeter un coup d'œil à la description. Mais sinon, c'est une question qui est posée dans l'exercice. Et quand on voit ça, et quand on voit ce qu'on a écrit là-haut, on peut remarquer que ça correspondrait exactement au terme qui se trouve ici, qui se trouve à gauche. Tout ce qui resterait à faire, c'est vérifier est-ce que la fonction alpha t carré plus bêta t divisé par 2 fois sinus t sur 2, est-ce que ça c'est une fonction continue? C'est tout ce qui resterait à vérifier. Et en fait, il se trouve que c'est une fonction continue de manière assez évidente. Je vais expliquer un peu plus, parce que bon, quand je dis de manière assez évidente, c'est pas si évident que ça, mais il y a quand même il n'y a pas grand chose à dire. Il faut juste voir un petit quelque chose que je vais vous montrer, qui permet vraiment de simplifier la chose. Donc en effet, si je regarde la fonction t qui associe donc
alpha t carré plus bêta t sur 2 fois... Bon, le 2, je peux ne pas m'en préoccuper plus que ça. Ouais, je vais peut-être mettre le 2 quand même pour faire appliquer la formule que vous voyez ici. Donc, de façon à ce que vous voyez vraiment quelque chose qui ressemble beaucoup à ça, mais vous remplacez x par maintenant 2n plus 1 sur 2. Donc voilà. Alors si je regarde cette fonction-là, vous pouvez remarquer que y a t qui peut se mettre en facteur. 2 sinus t sur 2. Vous avez ce truc-là qui apparaît. Alors c'est vrai que j'ai pas fait le calcul, mais on aurait pu aussi faire le calcul dans le cas où, et c'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire, dans le cas où t est égal à A. Parce que là je suis allé, encore une fois, je suis allé peut-être un peu vite. Mais remarquez que ça, c'est la bonne formule si t est différent de 0, et si t... donc si t est différent de 0, et si t égale 1, on aurait obtenu n. D'accord? Donc si t égale 0, on aurait obtenu n. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que la limite quand n tend vers l'infini de cette chose... quand t tend vers 0 de cette chose-là, on voit avec les équivalents qu'on retrouve n. D'accord? Donc je vais peut-être le réécrire parce que je l'ai dit à l'oral. À un moment donné, je pense que je voulais le faire, t égale 0, et montrer qu'en effet, par continuité, ça colle. Mais j'ai oublié de l'écrire, donc je vais le faire maintenant. Donc si on avait fait la somme de tout à l'heure, donc je rappelle qu'on avait un calcul de somme, juste on fait un poids demi-tour, hein, je me permets de faire un poids demi-tour pour pouvoir... Donc je vous rappelle qu'on calculait tout à l'heure la somme suivante, et on a traité le cas différent de 0, ok, mais le cas égale 0, ça me donne n. D'accord? Donc c'est ça que je suis en train de dire, j'ai oublié de traiter ça. Parce que là, la fonction que j'ai écrite, là c'est vrai si t est différent de 0, mais si t égale 0, qu'est-ce qui se passe? Et si t égale 0, ben, on se rend compte donc, que ça correspond vraiment à la limite quand t tend vers 0 de ce truc-là. Car en effet, quand t tend vers 0, vous pouvez utiliser les équivalents. Donc 2 sinus t sur 2. Donc si j'utilise les équivalents quand t tend vers 0, je me retrouve avec du 2n plus 1 sur 2. Ça. Je réfléchis juste 2 secondes. Donc oui, ça fait ça. Divisé par 2 fois t sur 2. C'est ça. Et j'ai oublié un t. Voilà, ok. Donc les t se simplifient. Donc on voit que les t se simplifient. Le 2 se simplifie avec le 2 qui est ici. En termes d'équivalent, quand n... alors oui, je ne sais pas tout à fait quand n tend vers l'infini, mais vous pouvez voir que du coup, ça, donc le t se simplifie. Donc on se retrouve avec du n plus 1 demi, et il y avait la moins 1 demi qui traînait, d'accord? Donc faut pas l'oublier, mais... Donc là on voit que la limite de ce truc là c'est n plus 1 demi, et du coup avec le moins 1 demi, donc si je fais moins 1 demi à gauche, donc là c'est pas en termes d'équivalent, mais en termes de limite, ça revient à la limite de ce truc là, moins 1 demi, et ça donne bien n, d'accord? Donc en termes de limite, il n'y a pas de problème. Mettre cette formule-là, c'est aussi valable pour t égale 0. C'est ça que je veux dire ici, d'accord? Donc ok, pas de problème. Bon, maintenant que je l'ai dit, j'espère que vous en êtes convaincus. Donc que cette formule est valide même si entre guillemets t égale 0, en comprenant que t égale 0, c'est la même chose que regarder la limite quand t tend vers 0. Donc pas de problème, ok. Alors là, ce que j'étais en train de faire, c'est une petite manipulation pour montrer que finalement la fonction qui est ici, donc ça avec ça, bah, ça va donner quelque chose qui va être C0. Moi, ça me suffit de montrer que c'est C0. Dans le sujet MP, on cherche à me démontrer que c'est C1. Tout simplement parce qu'on veut utiliser des résultats en démontrant la chose pour le cas C1. Bon. Moi, je vais me contenter de C0, si vous me permettez. Donc j'ai ça, et puis fois donc alpha t plus bêta. Ok. Et puis quand on regarde la tête de ce truc-là, bah, la tête de ce truc-là, ça doit vous faire penser très fortement à quelque chose. Vous pouvez remarquer que ça fait penser à du sinus cardinal. Et vous n'aurez pas tort, c'est du sinus cardinal mais inversé. Et il se trouve que le sinus cardinal, bah, vous savez que ce truc-là admet un développement en série entière entre 0 et pi, donc entre 0 et pi, quoi. D'accord? Donc si je pense au sinus cardinal, donc sinus... Là en fait c'est le sinus cardinal de t sur 2. Donc sinus cardinal de t sur 2 qui donne exactement sinus t sur 2. Le 2 va en haut et je me retrouve avec ça. Ok. Donc ça, bah, c'est une fonction qui est développable en série entière. Développable.
Bon, je vais me permettre de mettre l'acronyme, développable en série entière. Donc développable en série entière en 0. Et ce développement en série entière a un rayon au moins pi. Enfin, en fait, il a un rayon infini, carrément. Qu'est-ce que je raconte? Il a un rayon infini, parce que si vous écrivez le développement en série entière de sinus, le développement série entière de sinus, bah, vous commencez à partir du terme en t, puis après vous avez t cube, etc. etc. Ça correspond à du développement de l'exponentielle, à quelque chose près. Le développement de l'exponentielle, c'est rayon infini. Vous divisez par t, bah, ça n'enlève en rien la régularité. Donc vous avez bien un DSE en 0 de rayon plus infini. Bon, je l'écris pas à quoi ressemble ce développement. Bon, si vous voulez, je peux le rappeler, mais ouais, bon, je vais le rappeler, tant pis. Donc sinus de u, je rappelle que c'est la somme des x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Donc n allant de 0 à l'infini. Voilà. Donc le sinus est développable en série entière, vous remplacez le u par... Donc là j'ai mis x, c'est u. Vous remplacez le u par t sur 2, puis ensuite vous divisez par t, vous gardez encore une série entière, donc encore une fois un développement série entière qui va avoir un rayon infini. Pas très difficile de se rendre compte que ça va être de rayon infini. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction qui est ici est une fonction c infini. Youpi quoi. Donc c'est une fonction c infini sur R. Puis après, il faut faire l'inverse. Mais pour faire l'inverse, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de 0 dans l'intervalle dans lequel on travaille. Et ici, l'intervalle dans lequel on travaille, bah, c'est entre 0 et pi. D'accord? Donc le sinus cardinal ici, c'est entre 0 et pi. Et sinus de t sur 2, bah, ça ne s'annule pas. Donc en dehors de 0, mais 0, le cas en 0 est à régler avec le divisé par t. Mais en dehors de 0, si vous regardez entre 0 et pi, donc 0 exclu, ce sinus ne s'annule pas. Le sinus est toujours d'ailleurs ici une valeur positive qui atteint 1 arrivé à pi sur 2 ici. Donc en remplaçant t par pi, on obtient pi sur 2. Donc il n'y a aucun problème. Comme cette fonction ne s'annule pas, donc différent de 0 pour tout t dans 0 pi. Et là je peux inclure 0, hein, puisque vous l'aurez compris, en prenant la limite, tout se passe bien. Hein, ça tend vers 1. Quoi. Donc j'obtiens ça, et donc du coup je vais pouvoir dire que l'inverse, hein, donc la fonction qui m'intéresse, t associé à t sur 2 sinus t sur 2, bah en fait c'est une fonction c infini sur 0 pi, car donc voilà, bon, je n'ai même pas besoin de dire car, c'est vraiment parce que là ici je l'ai dit, ça s'annule pas sur l'intervalle 0 pi. Donc voilà, c'est même mieux que tout ce que vous auriez imaginé. Cette fonction-là est c infini, puis vous multipliez par la fonction affine. Donc ça veut dire que la fonction qui est ici, elle est c infini. Alors, au début, je disais que j'allais démontrer qu'elle est en fait c0, mais en fait, bon. J'ai terminé par démontrer que c'était c infini. Je n'avais pas pensé tout de suite, mais j'y ai pensé en l'écrivant qu'il y avait un développement de série entière. Donc en pensant au développement de série entière, bah, pouf, ça casse tout, quoi. Ça simplifie vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, bah finalement ça veut dire que votre fonction phi qui se trouve ici à gauche, là, bah, c'est une fonction c infini, hein, multipliée par le sinus là. Et donc on va pouvoir utiliser à outrance cette formule pour pouvoir conclure. Et donc pouvoir passer à la limite. Et comme vous le voyez, je ne cherche pas à utiliser une formule d'interversion intégrale, limite intégrale, parce que y a de fortes chances, je le répète, et je suis sûr que vous pouvez vous en assurer qu'il y a de fortes chances que le changement intégral limite ne fonctionne pas. D'accord? Simplement parce que ce truc-là n'admet pas vraiment de limite quand n tend vers l'infini. Hein, vous pouvez remarquer, hein, ce truc-là n'admet pas de limite. Hein, je pense que vous pouvez vous rendre compte très facilement. C'est de la série, à cause du sinus, hein, essentiellement le sinus n'a pas de limite en plus infini. Donc c'est essentiellement là le problème. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser à faire de l'interversion limite intégrale. Ça va pas fonctionner, ou même limite somme. Donc là du coup, en jouant là-dessus, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec limite, quand n tend vers l'infini de la somme, donc c'est-à-dire la somme qui m'intéresse de calculer là, qui est exactement la série qu'on cherche à calculer, d'accord? Là je me rends compte que je peux découper en deux, hein, donc je vais mettre limite quand n tend vers l'infini, et je vais vraiment mettre en avant le fait que j'applique la formule au-dessus, donc alpha t carré plus bêta t divisé par 2 fois sinus t sur 2, le tout fois sinus de 2n plus 1 sur 2t
peut-être pas oublier le 2n plus 1, même si ça n'a pas beaucoup d'importance. Plus l'intégrale, alors c'est plus, maintenant c'est moins d'ailleurs, moins l'intégrale donc de alpha t carré plus bêta t divisé par 2. Voilà, donc on se retrouve avec ça, de 0 à pi. Ok. Bon, très bien, je me retrouve avec ça comme résultat, et donc là j'applique tout de suite la formule de Riemann-Lebesgue qui me permet de dire... Ouais, je pense que ça va bien être Riemann-Lebesgue, j'ai encore un doute, mais je pense que ça va être la bonne formule. Donc en appliquant cette formule, j'obtiens 0 pour ce truc-là. Il me reste donc cette intégrale-là à calculer, puis maintenant on va falloir s'amuser à remplacer alpha et bêta par ce qu'il faut. Je vais d'abord commencer à calculer un petit peu cette intégrale. Donc je me retrouve avec moins, et puis primitive de t carré sur 2, c'est t cube sur 6. Donc je vais me retrouver avec du alpha pi cube sur 6. Donc alpha pi cube sur 6 plus, donc plus d'ailleurs c'est moins, et bêta vaut 1, ah oui, donc je peux mettre plus, pardon, bêta vaut 1. Donc plus, et je m'en retrouve avec du pi carré sur 4. Primitif de t carré, ça me donne bien un truc comme ça. Donc là maintenant je remplace, je me retrouve avec donc du moins. Là comme alpha c'était 1 sur 2 pi, le pi se simplifie, le 2 va me donner du sur 12. Donc je me retrouve avec du moins pi sur 12, plus pi carré sur 12, plus pi carré sur 4. Et maintenant j'ai plus qu'à prier, est-ce que ça va donner du pi carré sur 6 ? Bon, je connais le résultat d'avance, donc normalement ça devrait bien se passer. Hein. Donc si je voulais remettre sur 6, ça me donne du 3 pi carré. Donc ça donne 3 pi carré moins pi carré. Là je suis en train de faire un peu de détail, mais 3 pi carré moins pi carré sur, donc 2 pi carré sur 12, donc en effet ça fait bien pi carré sur 6, je suis content. Ça donne bien le résultat classique de cette somme de Riemann. Voilà, ça fait une quarantaine de minutes, c'est bien. Bon voilà, c'est un exercice vraiment très classique, hein. J'espère vous avoir permis de bien comprendre la résolution de cet exercice. J'ai tenté en tout cas de donner un bon nombre de détails. Il y a des choses que je n'ai pas détaillées comme cette formule-là, mais cette formule-là, encore une fois, je le répète, c'est un exercice qu'on a déjà traité ensemble. Donc voilà, je pense que c'était un exercice très classique qu'il me fallait quand même vous proposer à un moment ou un autre. Je pense que c'était important. Et puis voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter concernant cet exo. Donc sur ce, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez d'autres camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo, voire même par le contenu de la chaîne. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos retours, vos questions, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!